Ma famille a toujours dit que j'étais trop sensible, jusqu'au jour où le shérif s'est présenté chez eux avec des papiers à mon nom. Pas de cris, pas d'avertissement, juste le bruit de leur monde qui s'écroulait tandis qu'ils me fixaient comme si j'avais bouleversé les règles du jour au lendemain. Je n'ai pas discuté, je ne les ai pas consolés. Je me suis simplement écartée et j'ai laissé la vérité éclater. Car une semaine plus tôt, à l'aéroport de Denver, j'avais compris exactement ce que mes parents pensaient de moi. Un billet annulé, 2 SMS, et dès que je les ai lus, tout a basculé dans notre famille. Avant de continuer, n'hésitez pas à liker et à me dire d'où vous écoutez. Et si votre famille vous a déjà poussé à bout, partagez votre histoire ci-dessous. Rappelez-moi, nous ne sommes jamais seuls face à ça. Si vous m'aviez rencontré il y a quelques années, vous auriez pu croire que je venais d'une de ces familles chaleureuses et bruyantes qui remplissent les restaurants le dimanche matin. On me disait souvent que j'avais un visage doux, le genre de visage qui devait être imprégné d'affection. Je ne les ai jamais contredits. C'était plus simple que d'expliquer la vérité. Ma famille aimait le contrôle bien plus qu'elle ne m'aimait. En grandissant, ma mère traitait ma sœur aînée, Léa, comme un trophée. Léa avait droit aux vêtements neufs, à sa chambre décorée, aux photos encadrées qui tapissaient le couloir. Moi, j'avais droit à des leçons de gratitude, aux vêtements de seconde main des voisins et à une place par terre pendant les fêtes, alors que les chaises étaient réservées aux invités. Mon père n'était pas celui qui mettait le feu aux poudres, mais il se tenait toujours assez près pour se réchauffer les mains. Il souriait en coin, haussait les épaules ou faisait semblant de ne pas entendre les remarques les plus blessantes. C'était sa façon de choisir son camp. Avant de partir pour l'université, j'avais déjà été mise à la porte 2 fois. Une fois pour avoir tenu tête, une autre parce que Léa n'aimait pas partager la salle de bain. Les hivers près de Denver sont une toute autre histoire quand on se retrouve dehors avec un sac poubelle rempli de vêtements à 17 ans. Mais survivre à ça m'a appris une chose. Si je voulais la sécurité, je devais la construire moi-même. Alors, je l'ai fait discrètement. J'ai travaillé pendant mes études, j'ai enchaîné les stages. J'ai étudié la planification financière tard le soir dans une bibliothèque universitaire qui sentait la vieille moquette et le pop-corn brûlé. Des années plus tard, quand j'ai enfin emménagé dans mon petit appartement avec vue sur le lac, il n'avait rien de luxueux, mais il était à moi. Le concierge connaissait mon nom. Mon fils, 6 ans, à la voix douce, avait enfin sa propre chambre, où personne ne lui disait de ne pas gêner. Il est la seule personne dans ma vie qui ne m'ait jamais donné l'impression de prendre trop de place. Mes parents n'ont jamais compris que ma distance n'était pas de la rébellion, mais une forme de protection. Même après être devenue conseillère financière, même après avoir acheté cet appartement et construit ma vie à partir de rien, ils continuaient de me traiter comme l'enfant de second rang. Léa restait la star, la fille chérie avec son mari parfait, ses publications soigneusement sélectionnées sur les réseaux sociaux, la famille qui se pliait en 4 pour lui faire plaisir. Alors, quand j'ai économisé pour un petit voyage, une courte pause bien méritée, je n'en ai parlé à personne. Ni à ma mère, ni à mon père, ni même à Léa. Je voulais juste quelques jours de tranquillité, loin de tout, où personne ne pourrait me joindre, me réclamer quoi que ce soit, ni me rabaisser. Mais les secrets ne font pas long feu dans ma famille. Et dès que ma mère a su que je partais, tout a commencé à s'effondrer. Le matin de mon départ était étrangement calme, un calme qui vous fait presque croire que, peut-être, l'univers vous accorde un répit. Je suis partie tôt de mon appartement. J'ai embrassé mon fils et je lui ai dit que je lui rapporterais un petit quelque chose de la boutique de souvenirs de l'aéroport. Il m'a fait un signe de la main depuis l'entrée, les cheveux encore en bataille. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis autorisée à expirer. L'aéroport international de Denver était comme toujours un patchwork de valises à roulettes, de vapeurs de café et de voyageurs à moitié endormis. En jean, long manteau et cheveux attachés, je me fondais parfaitement dans la masse. Rien en moi ne laissait présager quoi que ce soit d'inhabituel. Rien ne laissait présager qu'en quelques minutes, toutes mes certitudes concernant ma famille allaient voler en éclats. Arrivé au comptoir d'enregistrement, j'ai présenté ma pièce d'identité et mon code de confirmation, imaginant déjà le bien-être que je ressentirais en éteignant mon téléphone une fois à bord. L'agente a scanné mon billet, a marqué une pause, puis l'a scanné à nouveau. Ses sourcils se sont froncés d'une manière que j'ai immédiatement reconnue. Non pas de la confusion, mais du malaise. « H, laissez-moi juste vérifier quelque chose », a-t-elle dit, ses doigts tapotant plus rapidement sur son clavier. Une boule s'est formée sous mes côtes. Y a-t-il un problème? Elle a légèrement tourné l'écran vers moi. Votre billet apparaît comme annulé.
Le remboursement a été effectué il y a 1 heure. Le mot « annulé » m'a frappé comme une valise qui tombe. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai rien annulé. Le remboursement a été effectué sur une carte se terminant par. Elle a hésité avant de terminer sa phrase. 4401. J'ai eu l'impression que mon estomac allait s'effondrer, car je savais exactement à qui appartenait cette carte. Ma mère. J'ai remercié l'agente tant bien que mal et me suis écarté du terminal. Soudain, le bruit, la luminosité et l'intensité ont explosé. Mon téléphone a vibré dès que je l'ai sorti de mon sac. Un aperçu d'un message de maman s'est affiché sur l'écran. Amuse-toi bien à rentrer. Nul. Nul. Elle n'a même pas essayé d'y ajouter une blague ou un emoji. Juste ce mot, tranchant comme du verre brisé. Une autre vibration de « pauvre ». J'ai pris le bus, comme il se doit. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Les voyageurs défilaient autour de moi comme une rivière. Pendant 1 seconde, j'ai eu l'impression d'être immobile ou de me noyer. Ce n'était pas le billet annulé. Ce n'étaient même pas les insultes. C'était la lucidité qui les accompagnait. La prise de conscience que mes parents ne me traitaient pas seulement comme un fardeau. Ils y prenaient plaisir. Ils me voulaient petite. Ils avaient besoin de moi petite. Je suis sortie du terminal dans l'air froid, sans savoir où j'allais, sachant seulement que je ne pouvais pas rester là 1 seconde de plus. Mes doigts tremblaient en ouvrant une application de covoiturage, mais avant même d'avoir fini de taper mon adresse, une petite berline blanche s'est arrêtée. Le chauffeur s'est penché par la fenêtre. « Ça va ?» a-t-il demandé. « On dirait que quelqu'un vient de faire tomber un piano sur ta journée. » J'ai expiré, un souffle presque étouffé. Presque. Un texto. Il a hoché la tête d'un air entendu, comme s'il en avait vu assez pour comprendre entre les lignes. Montez. Je suis en fin de service, mais on dirait que vous devriez être n'importe où ailleurs. J'ai hésité un instant avant de m'installer sur le siège passager. La voiture sentait légèrement le pain et le vieux cuir. Il se présenta à Harvey, un chauffeur à temps partiel qui avait toujours vécu à Denver, puis il se contenta d'écouter. Sans jugement, sans interruption. Je me suis surprise à lui raconter l'histoire du billet annulé, des textos, des années à ravaler mes paroles blessantes auxquelles j'aurais dû répondre avec véhémence. Une fois garé près d'un parc tranquille, il posa les mains sur le volant. « Tu sais, dit-il doucement, les gens font tout le temps semblant que la cruauté est de l'amour. Ça ne la rend pas vraie pour autant. » Je regardai par le pare-brise, observant la lumière hivernale vaciller à travers les branches dénudées. Je sortis à nouveau mon téléphone, mais cette fois non pas pour lire leurs messages. J'ouvris le dossier que j'avais gardé caché pendant des années, intitulé « Options, investissement, paiement, acte de fiducie ». Les preuves de tout leur retard de loyer pour cette maison dont ils ignoraient même que j'étais propriétaire. Pour la première fois, je me suis murmuré. La colère ne me submerge pas, elle me aiguise. Quand Harvey m'a déposé près de mon immeuble, la fraîcheur matinale s'était intensifiée, de celle qui vous réveille en sursaut. Je l'ai remercié, lui ai promis que tout irait bien et me suis dirigé vers l'entrée avec l'étrange assurance de quelqu'un dont l'esprit avait enfin cessé de tourbillonner. Le hall de mon immeuble était chaud et silencieux, bercé par le léger souffle du radiateur. J'avais l'impression d'entrer dans un autre univers, un univers où je n'avais plus à me faire toute petite pour me conformer aux attentes de quelqu'un d'autre. J'ai accroché mon manteau, me suis assise à la table de la cuisine et ouvert mon ordinateur portable. Le dossier intitulé « Options » m'attendait là où je l'avais laissé. Une archive silencieuse de la vie dont ma famille ne s'était jamais souciée. Je l'ai ouvert et l'écran s'est rempli de documents accumulés pendant des années. Relevés d'investissement, paiements immobiliers, l'acte de fiducie qui me désignait comme propriétaire de la maison où mes parents avaient vécu pendant près de 2 ans. J'ai fait défiler lentement les pages, savourant la réalité que j'avais construite pendant qu'ils s'empressaient de me rejeter. Chaque page me rappelait que j'avais accompli quelque chose d'extraordinaire sans leur approbation ni permission. Ils pensaient que je vivais pauvre parce que je conduisais une vieille voiture et que je portais des vêtements simples. Ils n'avaient jamais imaginé que je gardais ma vie secrète pour la protéger d'eux. Mais les SMS reçus à l'aéroport m'ont fait prendre conscience d'une chose douloureuse. Me protéger ne suffisait plus. Je devais protéger mon fils. Je devais cesser de prétendre que je pourrais surmonter leur cruauté. Des souvenirs ont surgi, soudains et vivaces. Léa, ma sœur,
me poussant vers la porte un soir d'hiver parce que son petit ami n'aimait pas la présence de monde. Ma mère me disant d'arrêter mon cinéma alors que j'attendais dehors, dans le froid, avec mon sac à dos. Mon père donnant de l'argent à Léa le jour de son emménagement à la fac, puis se tournant vers moi pour me faire la morale sur l'importance de gagner sa vie honnêtement. Tous ces moments se sont fondus en une vérité sourde et latente. Je ne pouvais plus les laisser me dépouiller petit à petit et appeler ça ma famille. J'ai ouvert un autre fichier, des enregistrements que j'avais fait la dernière fois que je suis passé chez eux pour leur déposer un reçu. Je n'avais pas l'intention d'enregistrer quoi que ce soit. J'avais glissé un petit babyphone dans mon sac, car je ne faisais pas confiance à l'idée de laisser mes affaires sans surveillance. Mais dès que j'ai écouté le premier extrait, leurs voix ont envahi ma cuisine. « Elle se prend pour une reine », a dit ma mère. « Annule tout. Donne-lui une leçon. Elle peut prendre le bus », a ajouté mon père. « Elle fait toujours semblant d'être en difficulté. Peut-être qu'elle devrait. » Leurs rires ont suivi, légers et désinvoltes, comme on parle de déranger un inconnu, pas sa propre fille. Je me suis adossée à ma chaise, laissant la colère retomber, non plus brûlante et débridée comme avant, mais froide et précise. Je n'allais pas les affronter avec des insultes. Je n'allais pas rivaliser avec leur cruauté. J'allais utiliser ce qu'ils avaient le plus sous-estimé chez moi, la préparation. Dans l'après-midi, j'avais rédigé 3 avis d'expulsion, un pour chaque adulte vivant dans la maison. J'ai revérifié les termes du bail, l'historique des paiements, les constats d'infraction, chaque signature apposée sans même lire. Tout était en règle. Alors que le soleil se couchait derrière le lac, par ma fenêtre, teintant le ciel de rose et d'or, je glissais les lettres dans une simple enveloppe. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Pendant des années, on m'avait dit que j'étais trop sensible, trop discrète, trop encline au pardon. Peut-être avait-il raison. Mais la sensibilité n'est pas une faiblesse. Surtout pas quand elle finit par s'imposer d'elle-même. Je posai l'enveloppe sur le comptoir, pris une profonde inspiration et murmurai dans la pièce vide. Je ne retourne pas en tant que leur fille. Je retourne en tant que leur propriétaire. 3 jours après l'aéroport, je me tenais au bout de l'allée menant à la maison de mes parents, fixant du regard la maison où j'avais l'habitude de me faufiler sur la pointe des pieds. La pelouse n'avait pas été tondue. La lumière du Porsche vacillait et le SUV de Léa était garé de travers dans l'allée, comme si elle s'était garée à la hâte, sans doute parce qu'elle supposait toujours que quelqu'un d'autre s'occuperait des réparations. Je resserrai mon manteau autour de moi et montai les marches. Je ne frappais pas. J'ai tourné la poignée et suis entrée. L'odeur familière de nettoyant au citron et de café rassis m'a immédiatement envahie. Ma mère était sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Mon père était dans la cuisine, en train de préparer un sandwich. Léa était à l'îlot central, en train de se limer les ongles, s'ennuyant et se sentant à l'aise dans une maison qui n'était pas la sienne. Ma mère a levé les yeux la première. « Pourquoi es-tu là ?» Pas un bonjour, pas d'inquiétude, juste de l'irritation, comme si j'avais interrompu une publicité. Mon père n'a pas levé les yeux. « Tu ne devrais pas être en train de bouder quelque part ? J'ai entendu dire que ton petit voyage a tourné au fiasco. » Léa a souri en coin, tapotant sa lime à ongles sur le comptoir. « Ouais, je pensais que tu serais encore en train de pleurer à l'aéroport. J'imagine que l'avion caritatif n'est pas parti sans toi. » Leur rire, léger et insouciant, résonnait dans la pièce. S'ils avaient regardé de plus près, ils auraient remarqué que ma posture avait changé. Mes épaules n'étaient plus voûtées. Ma voix n'était plus faible. Je n'étais plus une invitée dans cette maison. J'ai posé mon sac sur le parquet, sorti l'enveloppe vierge et l'ai placée sur le comptoir devant Léa. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, un sourcil levé. « Ton préavis, ai-je simplement répondu. Tous les tiens. » Ma mère a ricané. Un préavis pour quelle expulsion? Un silence s'est installé dans la pièce. Même le bourdonnement du réfrigérateur a semblé s'arrêter. J'ai déposé 3 papiers identiques à 3 endroits différents. Un sur le comptoir, un sur le réfrigérateur et un en bas des escaliers. Mon père s'est avancé et a arraché celui qui était sur la porte du réfrigérateur. Tu n'es pas propriétaire de cette maison. Oh! J'ai replongé la main dans l'enveloppe et en ai sorti l'acte de fiducie. Tu as signé un bail il y a 2 ans avec Elmrook Trust. Ma mère a croisé les bras. On pensait que c'était une société de gestion. C'en est une, ai-je dit. La mienne.
Le visage de mon père s'est assombri. C'est ridicule. Tu ne peux pas expulser ta propre famille. J'ai incliné la tête. Tu t'en es déjà souvenu 2 fois avant mes 20 ans. Léa a levé les yeux au ciel. Tu en fais tout un drame. Tu n'as pas les moyens d'acheter une maison. Théorie intéressante, ai-je dit. Parce que les mensualités, les factures, les relevés et ton bail signé disent le contraire. Ma mère s'est approchée, la voix forte. C'est une blague. Tu crois pouvoir nous faire peur avec un bout de papier? On t'a élevé. Non, ai-je répondu calmement. Tu me contrôlais. Tu m'épuisais. Et tu me punissais d'avoir une vie que tu désapprouvais. Mon père a jeté l'avis d'expulsion sur le comptoir. Même si c'est vrai, tu n'as aucun motif. J'ai appuyé sur lecture sur mon téléphone. Un enregistrement a envahi la cuisine. La même conversation que j'avais écoutée seule dans mon appartement. La voix de maman. Annule ça. Donne-lui une leçon. La voix de papa. Elle peut prendre le bus. Elle est toujours aussi dramatique. Puis leur rire. Léa s'est raidie. Tu nous as enregistrés, ai-je dit. J'ai enregistré mon logement occupé par des locataires qui violaient leur bail et utilisaient la violence psychologique pour me contrôler. Ma mère est devenue livide. Éteins ça. Mais l'enregistrement résonnait encore, leurs paroles résonnant fortement contre la crédence carrelée. Léa frappa le comptoir du poing. Vous ne pouvez pas nous mettre à la porte. J'ai des enfants. Nous sommes une famille. Exactement, dis-je. Une famille que vous n'avez pas hésité à faire passer avant mon fils quand vous lui avez dit de s'asseoir par terre à Noël dernier parce qu'il n'était pas un vrai cousin. Léa ouvrit la bouche, mais un autre son brisa la tension. Mon téléphone vibra. Une notification. Paiement reçu de Léa Baxter. Léa se jeta en avant. Vous avez dit que le loyer était en retard. Il l'était. À moins que vous ne vous excusiez d'avoir ri quand je suis tombée dans les escaliers avec les cadeaux pour vos enfants. Sa mâchoire se crispa. Vous êtes incroyable. Non, dis-je doucement. Je suis cohérente. Mon père a encore essayé. Où voulez-vous que nous allions? Je vous ai donné un préavis de 60 jours par écrit. Vous l'avez ignoré, dis-je. Vous avez 3 mois de retard et vous m'avez envoyé ces SMS. Je croisai son regard. Si un propriétaire recevait ça d'un locataire, tu sais ce qui se passerait? Tu nous punis pour une simple blague. S'exclama Léa. Ce n'était pas une blague, dis-je. C'était un aveu. Ma mère s'appuya au comptoir pour garder l'équilibre. Lucia, sois raisonnable. Raisonnable, répétai-je. Tu as annulé mon ticket. Tu m'as traité de raté. Tu m'as dit de rentrer à pied, et tu as pris plaisir à ça. La voix de mon père se brisa. Tu le fais vraiment. J'ouvris l'enveloppe une dernière fois, en sortis la dernière feuille et la posai au centre de l'îlot. Leurs visages pâlirent lorsque je fis glisser le papier sur le comptoir. C'était l'avis d'exécution officielle, le document qui autorisait le shérif à agir. C'est déjà enregistré, dis-je. Vous avez 3 jours. Ma mère secoua la tête, des larmes de panique, non pas de remords, mais de panique, lui montant aux yeux. On ne voulait pas te faire de mal. Si, dis-je doucement. Si. Tu n'as juste pas anticipé les conséquences. Léa regarda autour d'elle, soudain trop petite dans cette maison qu'elle considérait comme son royaume. Que essayez-vous de prouver? Que je compte. Ai-je demandé. Et que mon fils mérite mieux que de voir sa mère traitée comme une servante. Mon père leva les bras au ciel. Incroyable. Je pris mon sac. 3 jours. Le shérif s'occupera du reste. En posant le pied sur le perron, j'entendis ma mère murmurer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je marquai une pause. J'arrêtai de supplier pour avoir une place à la table que j'avais payée. Puis je m'éloignai, tandis qu'ils restaient figés sur le seuil, leur vie enfin confrontée aux conséquences de leur choix. Les 3 jours passèrent plus vite que nous ne l'avions imaginé. Jeudi matin, une voiture de shérif remonta la rue, silencieuse mais reconnaissable entre mille. Mes parents se tenaient sur le perron, leur carton à moitié fait, le visage crispé par l'incrédulité, comme si le monde leur devait un répit qui ne vint jamais. Léa n'était pas là.
Elle était partie la veille au soir, traînant ses valises dans l'allée tout en se disputant au téléphone avec son mari à propos de l'argent qu'elle avait dépensé sans le prévenir. Le shérif les a accompagnés tout au long de la procédure, calmement, leur laissant le temps de rassembler leurs dernières affaires. Pas de cris, pas de disputes, juste le lent délitement d'une famille qui avait passé des années à faire comme si sa cruauté était normale. Ma mère a tenté une dernière fois, cherchant mon bras tandis que les déménageurs emportaient ses cartons. « Lucia », a-t-elle murmuré, « nous sommes toujours tes parents. » J'ai reculé. « Et je suis toujours la fille que tu n'as jamais protégée. » Elle a baissé les yeux, non pas vers moi, mais vers la maison derrière nous, vers ce qu'elle pensait garder pour toujours. Une fois tout vidé, j'ai laissé au shérif une enveloppe scellée à glisser dans la maison. Une photo de mon fils et moi, souriant. Au dos, une seule phrase. Voici la famille que je choisis. Quand je suis enfin rentrée à mon appartement ce soir-là, le lac, par ma fenêtre, était calme et lumineux, reflétant une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon téléphone a vibré une fois, un message non lu de Léa, mais je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. L'aéroport, le billet annulé, les insultes, tout cela m'avait mené jusqu'à ce moment où j'ai cessé de laisser leur vision de la famille définir ma valeur. Mon fils a couru vers la porte quand je suis entrée, les bras grands ouverts, sûr de moi comme mes parents ne l'ont jamais été. C'en était assez. Si vous avez déjà dû reconquérir votre tranquillité face à ceux qui auraient dû la protéger, racontez-moi tout dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite.